Quand on pense aux Jedi, on pense forcément au fait qu'ils sont censés être l'incarnation du bien au sens large, les héros de l'histoire avec un grand H. Bref, des pieux chevaliers en somme. Avant toute chose, laissez-moi vous préciser que nous traiterons essentiellement de l'univers Legends dans cette vidéo. Et nous allons commencer par nous demander ce qu'est véritablement un chevalier Jedi. Mais avant cela, laissez-moi vous présenter notre partenaire du jour. S'il y a bien quelque chose d'essentiel dans Star Wars, c'est la famille. C'est lui le père, n'est-ce pas? Il n'a pas de père. Je suis ton père. Leia est ma sœur. Tu es sa petite fille. Il y a quelque temps, je m'étais même amusé à refaire un arbre généalogique représentant l'ensemble des membres des familles importantes de la saga, comme notamment celle des Solo. Et comme vous pouvez le constater, celui-ci s'étend énormément puisqu'on retrouve même un certain Jonash, qui était un noble de Corellia qui régnait à l'époque de l'Ancienne République. Et ça tombe bien puisque notre partenaire du jour, MyHeritage, vous propose de faire exactement la même chose. J'ai ainsi pu créer un compte sur le site qui m'a permis de remonter particulièrement loin en arrière, pour découvrir certains de mes ancêtres. On est même remonté jusqu'à la Révolution française pour certaines branches. Ce qu'on remarque assez vite d'ailleurs, c'est qu'ils n'avaient visiblement pas beaucoup d'imagination au niveau des prénoms. Tenez, nous avons par exemple Jean, né en 1757, fils de Marie et de Jean, un propriétaire farinier, qui est lui-même le fils de Marie et de Jean, qui étaient évidemment fariniers. J'ai vraiment l'impression de m'être perdu dans une boucle temporelle là. Bref, MyHeritage vous propose également d'étudier plus de 19 millions de documents historiques qui vous permettront d'étoffer vos recherches et il arrive même que le site arrive de lui-même à établir des correspondances avec d'autres branches familiales, ce qui vous permet de remonter encore plus loin dans le temps. Et il y a même une fonctionnalité qui permet de coloriser ou de réparer de vieilles photos. Donc si en apprendre plus sur votre histoire familiale vous intéresse, MyHeritage est un site fait pour vous et je vous laisse bien évidemment un lien en description pour tous ceux qui veulent en savoir plus. Vous aurez d'abord accès à l'entièreté du site gratuitement pendant 14 jours, et si vous décidez de poursuivre votre abonnement, vous aurez droit à une réduction de 50% en passant par le lien dans la description. Encore merci à MyHeritage pour avoir sponsorisé cette vidéo. Mais posons-nous maintenant une question qui peut paraître bête, mais qui au final est sûrement plus complexe qu'il n'y paraît. Qu'est-ce qu'un Jedi ? Un Jedi, c'est un membre d'un ordre mystique qui utilise la Force, une énergie proche de la magie qu'ils peuvent contrôler pour mener à bien leur mission, qui consiste généralement à œuvrer pour la paix et la justice. Ce sont donc grossièrement des gardiens de la paix qui viennent sauver la veuve et l'orphelin, et qui font toujours passer les autres avant leur propre personne. Cependant, vous l'aurez compris, quand on parle d'un ordre semi-religieux dont la vocation principale consiste à se laisser porter par le courant équilibré qu'est la Force, intervenir sur un champ de bataille, ça peut sembler légèrement contradictoire. On va donc en profiter pour répertorier les différents moments marquants de l'histoire de l'ordre où cette question de la participation de ses membres à des conflits de grande échelle a pu être posée. La première fois, même si elle est légèrement hors sujet étant donné qu'on va parler de personnages qui datent d'avant la fondation de l'ordre tel que nous le connaissons, c'est bien évidemment avec les Jedi. En effet, bien que ceci soit de base quelque chose d'assez singulier, puisqu'il semble mettre en pratique une sorte d'équilibre entre l'utilisation du côté obscur et du côté lumineux, l'arrivée soudaine des envahisseurs Rakata les pousse à s'associer de nouveau à l'un de leurs anciens congénères, qu'ils avaient précédemment envoyé en exil suite à sa surutilisation du côté obscur, un certain Daigen Locke qui leur permettra de découvrir les secrets du sabre force, et notamment de son utilisation. En effet, à cette époque où les sabres laser n'existent pas encore, les Jedi découvrent que leurs ennemis sont à même d'utiliser de puissantes lames qui tirent leur énergie de la force elle-même, mais essentiellement du côté obscur de la force. Cela requiert donc que son utilisateur fasse pencher la balance d'un côté pour être à même de l'utiliser, ce qui, lors du conflit, s'avère particulièrement dangereux pour nombre de Jedi qui évoluent tels des équilibristes sur le fil de la force. On pourrait d'ailleurs apprécier le fait que, même si je ne suis pas un fan de cette histoire d'équilibre entre côté lumineux et côté obscur, que les auteurs derrière cette histoire avaient déjà pu avancer l'hypothèse que le fait de porter les armes était déjà un signe peut-être annonciateur que les Jedi avaient déjà perdu de vue leur objectif de base. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que par la suite, tout un tas d'auteurs se relayeront et créeront des Jedi qui n'utiliseront que très rarement, voire jamais, leur sabre laser, souvent dans l'objectif de les caractériser comme des personnages tellement sages qu'ils n'ont même pas besoin d'avoir recours à une arme pour se sortir de situations périlleuses.
puisque leur affinité ou la confiance qu'ils vouent à la force est telle que leur pouvoir, qu'ils utilisent uniquement dans un but défensif, leur suffit amplement. Et ça, c'est quand même la classe. C'est d'ailleurs pour cette raison que je comprends l'argument de ceux qui n'apprécient pas le fait que Yoda sorte son arme lors du duel contre Dooku, son ancien apprenti, à la fin de l'attaque des clones. Car à la limite, on peut le comprendre dans la revanche des Sith contre Sidious, puisque la menace est telle que même un Jedi aussi puissant que lui doit recourir à toutes les armes en sa possession pour essayer de s'en défaire. Mais il est vrai que contre Dooku, la chose aurait peut-être pu être tournée différemment. Quoi qu'il en soit, recentrons-nous sur notre sujet et étudions un autre événement au cours duquel les Jedi ont été amenés à se transformer en guerriers avec les célèbres guerres mandaloriennes. À cette époque lointaine qui précède les jeux KOTOR, les Mandaloriens menés par l'Ultime lancent tout un tas d'armadas sur les mondes les plus éloignés de la République, ce qui crée une vraie sensation de terreur qui rappelle à la galaxie les heures sombres qu'elle avait pu connaître suite aux attaques répétées du Seigneur Noir des Sith Exar Kun. Dès lors, les forces navales républicaines se retrouvent complètement dépassées par les événements. Voyant de nombreux pillages et carnages être commis, certains Jedi, menés par l'un des plus brillants d'entre eux qu'on appelle Revan, acceptent de se joindre aux forces militaires de la République contre l'avis du Conseil Jedi. En effet, Revan et les siens étaient persuadés que leur pouvoir et leur position de gardiens de la paix les obligeaient à intervenir en première ligne pour empêcher les forces mandaloriennes de nuire encore plus à la population au sens large. Là où à l'inverse, le Conseil estimait que les Jedi ne devaient en aucun cas prendre le rôle de guerriers. La situation est donc particulièrement complexe. Les actions et surtout les succès successifs de Revan nous font forcément nous dire qu'il avait raison d'agir. Mais dans le même temps, nous ne pouvons pas non plus ignorer la suite des événements à plus ou moins court terme qui conduiront par exemple au retour des Sith, notamment via l'apprenti de Revan, Dark Malak. Mais même au-delà de ça, il est intéressant d'étudier la question philosophique qui se pose pour les Jedi. Doivent-ils intervenir? Sachant que s'ils ne le font pas, ils sont pour ainsi dire condamnés, car l'avancée mandalorienne est véritablement implacable. Si un Jedi doit forcément répliquer plutôt que d'agir en premier ou tendre l'autre joue, qu'en est-il quand d'autres vies sont dans la balance? C'est une question particulièrement complexe à laquelle le Conseil Jedi n'a pas su apporter de véritables réponses, ce qui explique leur non-alignement dans ce conflit, mais ne pas prendre parti pourrait déjà être considéré comme une prise de parti par certains. Un effet qui est exacerbé à ce moment-là par la rébellion tacite des revanchistes, puisque leurs actions libératrices sont extrêmement bien perçues par la population galactique. Ce qui, de facto, jette le discrédit sur le Conseil Jedi, qui n'est pas la source première de cette réaction militaire. Et pire encore, ils sont vus comme un frein pour les succès de la République. Fort de cela, le rôle des Jedi sera ainsi amené à évoluer à travers le temps, notamment suite au retour des Seigneurs Noirs des Sith en nombre particulièrement conséquent. Ce qui oblige l'ordre Jedi à répliquer en produisant toujours plus de chevaliers qui, s'ils ne sont pas forcément des seigneurs de guerre, sont jetés dans tout un tas de conflits pour pouvoir être en mesure de répliquer face aux Sith, chose difficilement faisable pour un soldat lambda. Ce qui nous amène donc jusqu'aux nouvelles guerres Sith, qui s'étendent sur des siècles et des siècles, au cours desquels Jedi et Sith se livrent un nombre incalculable de batailles partout à travers la galaxie, ce qui ne manque pas d'exaspérer le commun des mortels, jusqu'à ce que la guerre n'atteigne son paroxysme sur la planète Rouzan. Un monde paisible et verdoyant à l'origine qui se retrouve balayé par les ravages de la guerre, au cours de laquelle les Jedi sont cette fois-ci devenus véritablement des seigneurs de guerre, au sens propre du terme, comme par exemple avec le Seigneur Hoth, qui mène au combat l'armée de la lumière. Cependant, les années ont été si difficiles pour les deux camps, et conscients désormais qu'ils sont dans la dernière ligne droite du conflit et qu'au terme de cette bataille, l'un des deux camps cessera véritablement d'exister, ils n'ont pas d'autre choix que de jeter l'ensemble de leurs ultimes réserves dans l'affrontement. Et ces réserves, vous le devinez peut-être, sont tout simplement des enfants. Des jeunes êtres à peine sensibles à la force pour certains, mais étant donné qu'on n'a pas spécialement le temps de les former et que ce qui compte avant tout c'est d'éviter que l'autre camp ne mette la main dessus avant nous, eh bien on s'empresse de leur donner une arme et de les envoyer au charbon. À époque désespérée, mesure désespérée, comme pourraient dire certains. Malgré tout ça et malgré le prix terrible que cela leur coûte, les Jedi finissent par remporter une ultime victoire qui conduit à la disparition supposée des Sith, car comme vous le savez, ceux-ci survivront à travers Darkbane et l'utilisation de sa règle des deux sans que les Jedi n'en soient conscients, puisque ceux-ci la prendront à leurs dépens lors de l'ascension au pouvoir de Dark Sidious. En attendant, cette longue période de troubles a marqué la galaxie,
L'image des Jedi en a également pâti, sans compter que par le passé, nombre des leurs ont notamment pu accéder au poste de chancelier suprême de la République, ce qui n'est pas spécialement étonnant puisque les meilleurs maîtres ont des dons particulièrement utiles dans le domaine politique, et que ce soit avéré ou non, leurs adversaires de l'époque ne manquaient pas de contester les résultats des élections, persuadés que les Jedi, grâce à leur pouvoir, avaient pu truquer les votes ou tout du moins influencer les électeurs. Une crainte qui semble quand même assez légitime du point de vue du commun des mortels. Ainsi, de nombreux changements pointent le bout de leur nez. On va ainsi parler des réformes de Ruzan, qui vont complètement modifier la manière de fonctionner de l'ordre Jedi. Parmi ces nouvelles mesures, on compte le fait que les Jedi ont estimé qu'il était bien trop dangereux désormais de prendre comme apprentis des êtres qui seraient déjà familiers avec des émotions telles que la colère, la peur, ou bien toutes celles qui seraient susceptibles de conduire au côté obscur de la Force. Pour mettre en pratique cette résolution, il est décidé d'incorporer à l'ordre que de jeunes enfants, les adolescents et les adultes qui seraient découverts plus tard quant à eux, ne pourraient que rarement être admis au sein de l'ordre. Et par là même, pour éviter tout attachement émotionnel, notamment vis-à-vis de la famille d'origine, l'enfant n'aurait plus aucun contact avec elle. C'est à partir de cette mesure que va naître la réputation des Jedi, qui leur donne une image de voleurs d'enfants. Bien que pour certaines cultures, avoir l'un des membres de sa progéniture au sein de l'ordre pouvait être considéré comme un honneur tout à fait particulier. Au-delà de ça, il était désormais temps que l'ordre se recentre sur son objectif d'origine, à savoir sur le code Jedi, qui dit « Il n'y a pas d'émotion, il n'y a que la paix. Il n'y a pas d'ignorance, il n'y a que la connaissance. Il n'y a pas de passion, il n'y a que la sérénité. Il n'y a pas de mort, il n'y a que la force. » Suite à ces changements, la République entre dans une ère nouvelle, celle qu'on qualifiera plus tard de véritable âge d'or de la République galactique. Mais vous le savez, tout comme moi, la guerre n'est jamais très loin. Et même si elle met près d'un millénaire à revenir avec la guerre des clones, les Jedi, dans l'urgence de la situation, acceptent peut-être un peu trop rapidement, et c'est dommage que les films ne s'étendent pas plus à ce sujet, bien que l'idée soit pourtant lancée par Mace Windu. Soyez bien conscients qu'il n'y aura pas assez de Jedi pour défendre la République. Nous sommes les garants de la paix, nous ne sommes pas des soldats. Et ainsi, les membres de l'ordre se transforment malgré tout en de véritables généraux militaires, ce qui à terme se retournerait contre eux. Néanmoins, il faut quand même prendre en compte le fait qu'on peut distinguer trois types de Jedi différents à cette époque. Nous avons tout d'abord ceux des films qui restent fidèles à la République et qui prennent une part active au conflit. Nous avons ensuite ceux qui décident de rejoindre le camp adverse et notamment le comte Dooku, ce qui les conduit généralement à embrasser le côté obscur. C'est par exemple le cas de Sora Bulk. Mais nous avons aussi d'autres Jedi qui ont préféré ne pas prendre parti, restant ainsi fidèles aux principes moraux de la République, mais ne pouvant pour autant pas être aveugles aux nombreux défauts de celle-ci, ce qui les conduit donc à s'isoler et à refuser de mener des actions militaires. Bien des années plus tard, lorsque Luke Skywalker reprendra le flambeau, le rôle des Jedi sera également difficile à déterminer, et ils devront tantôt accepter le fait que le dirigeant de la Nouvelle République puisse être l'un de leurs soutiens, comme ce fut le cas par exemple avec Leia ou Mon Mothma, ou bien avec l'un de leurs opposants, comme ce fut par exemple le cas de Borx Feyla, qui ne cessera de leur mettre des bâtons dans les roues, ce qui conduira notamment à la réussite de l'invasion des Yuuzhan Vong. Mais pour autant, il ne faut pas voir la chose de façon noire ou blanche, car on ne peut pas non plus mettre de côté les actions de certains membres de l'ordre qui agissent comme bon leur semble et ce, impunément. C'est par exemple le cas de Kyp Durron qui est un véritable électron libre, et par là même on ne peut qu'admettre le fait que pour le Pekno lambda, Jedi ou Sith, c'est pas forcément quelque chose de très compréhensible. Surtout quand les seconds nommés viennent souvent du premier, comme c'est par exemple le cas de Jacen Solo, le fils de Han et de Leia qui bascule du côté obscur, et réalise un véritable coup d'état militaire qui lui permet de prendre le contrôle du gouvernement, sachant que pour beaucoup, son nouveau titre de Sith était tout à fait inconnu. L'image des Jedi est donc particulièrement difficile à tenir, sachant que la moindre de leurs actions, voire même de leur inaction, est traitée, analysée ou manipulée par leurs opposants politiques. Ce sera par exemple le cas de Natassi Daala, nouvelle dirigeante de l'Alliance Galactique, alors qu'elle avait été une fervente partisane de l'Empire Galactique, qui en profitera ensuite pour condamner Luke Skywalker à l'exil, tant qu'il n'aura pas compris les raisons du basculement de son neveu du côté obscur de la Force. Donc, vous l'aurez compris, être un Jedi, c'est particulièrement compliqué. Chaque action, chaque réaction, chaque victoire, chaque échec peut être perçu différemment par la population galactique. Et il est pour ainsi dire impossible de déterminer une bonne et unique voie à suivre pour les membres de l'ordre.
Ceux-ci sont donc amenés à réagir de la façon qu'ils estiment être la meilleure, même si cela peut parfois s'avérer contradictoire avec certains de leurs principes, ce qui peut également les conduire à se tromper et donc les ramener à leur condition de simple humain capable de faire des erreurs. Bref, j'espère qu'à travers cette vidéo vous en aurez appris un peu plus sur l'histoire des Jedi et sur le rôle de guerrier qu'ils ont pu occuper ou non à travers le temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à la liker, la commenter et à la partager à vos amis, ainsi qu'à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous rappelle aussi que tout mon travail peut se faire grâce à votre soutien, notamment sur Tipeee. Je vous invite ainsi à me faire un don si vous en avez les moyens bien sûr, le lien est dans la description. Sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.